Dans le coffre-fort d'un notaire parisien repose une cassette audio marquée d'une simple inscription. Ne pas écouter avant ma mort. Sur cet enregistrement, la voix d'Alain Delon ne ressemble en rien à celle du séducteur légendaire que des millions de Français ont adoré pendant plus de 60 ans. C'est une voix brisée, confuse, qui répète en boucle « Où suis-je ? Qui a pris mes papiers ?» Cette cassette, enregistrée secrètement dans le manoir de Douchy au printemps 2021, a été dissimulée pendant 3 ans. Les fils de la légende, Anthony et Alain Fabien, affirment qu'elle prouve que leur père ne savait déjà plus rien lorsque certains documents cruciaux ont été signés. Mais qui a fait cet enregistrement ? Pourquoi l'avoir caché si longtemps ? Et surtout, que contenaient ces papiers que le vieil homme cherchait désespérément dans sa propre maison ? Aujourd'hui, nous levons le voile sur l'une des affaires les plus sordides du patrimoine français. Comment on transforme une icône vivante en marionnette juridique ? Le 28 août 2019, Alain Delon fête ses 84 ans, entouré de ses 3 enfants dans sa propriété de Douchy, un domaine de 45 hectares niché dans le Loiret, loin des regards indiscrets. Les photographes postés aux grilles du manoir capturent des images d'une famille apparemment unie. Anouchka, la fille unique, 50 ans, sourit aux côtés de son père. Anthony, 55 ans, le fils aîné au tempérament volcanique, lève son verre. Alain Fabien, 25 ans, le benjamin discret, embrasse son père sur la joue. Personne ne sait encore que cette harmonie de façade cache déjà une guerre souterraine pour l'héritage colossal de l'acteur. Une fortune estimée entre 250 et 300 millions d'euros, comprenant des propriétés en France et en Suisse, une collection d'art inestimable et les droits sur l'image de l'un des visages les plus célèbres du cinéma mondial. Mais derrière les sourires figés de cette fête d'anniversaire, un détail troublant échappe aux caméras. Alain Delon, d'ordinaire si élégant et maître de lui-même, semble perdu. Selon un membre du personnel qui a accepté de témoigner sous couvert d'anonymat, l'acteur aurait demandé 3 fois dans la même soirée « C'est l'anniversaire de qui déjà ?» Un invité proche de la famille raconte qu'à un moment donné, Delon s'est levé brusquement de table et a voulu partir, affirmant qu'il devait rentrer chez lui alors qu'il était déjà chez lui. Anouchka l'aurait alors pris par le bras avec une douceur inquiétante, murmurant « Papa, reste avec nous, tout va bien. » Les frères, eux, échangeaient des regards lourds de sens. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose qu'on s'efforçait de cacher aux invités, aux journalistes, au monde entier. Car reconnaître publiquement que le guépard vieillissait mal, que sa mémoire flanchait, que le mythe s'effritait, c'était ouvrir la porte à des questions bien plus dangereuses. Qui prenait les décisions à sa place ? Qui signait les chèques ? Qui contrôlait réellement l'empire Delon ? Les mois qui suivent cet anniversaire sont marqués par un silence médiatique inhabituel. Alain Delon, qui accordait régulièrement des interviews fleuves où il parlait de tout avec une franchise brutale, disparaît soudainement des écrans. Ses apparitions publiques se font rares, puis inexistantes. En janvier 2020, il devait recevoir une palme d'or d'honneur au Festival de Cannes, mais l'événement est annulé en raison de la pandémie. Officiellement, c'est le Covid qui explique son retrait. Officieusement, des rumeurs circulent dans le milieu du cinéma français. Delon ne serait plus en état de monter les marches, ni même de prononcer un discours cohérent. Un ancien collaborateur de l'acteur confie « On nous a demandé de ne plus l'appeler directement. Toutes les communications devaient passer par Anouchka. Elle filtrait tout, les appels, les courriers, les visites. Elle disait que c'était pour protéger son père du stress, mais en réalité, elle construisait un mur autour de lui. C'est à cette période, entre l'automne 2019 et le printemps 2021, que se situe le cœur du scandale. Pendant que le monde entier était confiné, enfermé, coupé de ses proches, Alain Delon vivait lui aussi une forme d'isolement, mais d'une nature bien différente. Dans le manoir de Douchy, transformé en forteresse, l'acteur était entouré d'un cercle restreint. Anouchka, son compagnon, et une poignée d'employés triés sur le volet. Les fils, Anthony et Alain Fabien, n'avaient plus qu'un accès limité à leur père.
Selon leurs avocats, ils devaient prendre rendez-vous pour voir Delon, comme s'il s'agissait d'un chef d'État et non de leur propre père. Lors de ces rares visites, ils trouvaient un homme diminué, parfois confus, qui ne reconnaissait pas toujours ses petits-enfants. Anthony raconte, la voix étranglée par l'émotion, « Un jour, il m'a appelé monsieur. Mon propre père m'a appelé monsieur et m'a demandé ce que je faisais dans sa maison. J'ai compris ce jour-là qu'on me l'avait volé. » Mais le véritable choc survient en juin 2021, lorsque les frères Delon découvrent, par l'intermédiaire d'un notaire inquiet, qu'une série de documents juridiques ont été signés par leur père au cours des mois précédents. Parmi ces documents, une procuration générale donnant à Anouchka un contrôle quasi total sur les finances et les biens de l'acteur, ainsi qu'un projet de modification testamentaire qui réduirait considérablement la part d'héritage des fils au profit de la fille. Les avocats d'Anthony et Alain Fabien obtiennent alors une copie de l'enregistrement secret, celui-là même qui repose aujourd'hui dans le coffre du notaire. Sur cette bande, on entend Alain Delon, manifestement désorienté, répondre à des questions simples. « Quelle est la date aujourd'hui, monsieur Delon ?» Silence. « Pouvez-vous me dire où vous êtes ?» Silence, puis « Je suis chez moi, non ?»« Et qui sont les personnes présentes dans cette pièce ?» Long silence. « Je ne sais pas. Je ne sais plus. » Cet enregistrement, selon les experts médicaux consultés par la défense des fils, démontrerait que Delon souffrait déjà d'une altération cognitive sévère au moment où il aurait signé les documents litigieux. Anouchka Delon, de son côté, rejette catégoriquement ces accusations. Dans un communiqué transmis par ses avocats, elle affirme que son père était parfaitement lucide et que l'enregistrement a été sorti de son contexte. Elle explique que les moments de confusion étaient rares et passagers, liés à la fatigue ou aux médicaments, mais qu'Alain Delon conservait toute sa capacité de jugement sur les questions importantes. Elle ajoute que les modifications juridiques n'étaient que la mise en œuvre de la volonté expresse de son père, qui souhaitait depuis longtemps, protéger celle qui l'avait accompagné dans ces dernières années. Mais cette version des faits soulève une question troublante. Si Alain Delon était si lucide, pourquoi Anouchka a-t-elle systématiquement empêché ses frères de le voir seul? Pourquoi les visites étaient-elles toujours supervisées, chronométrées, contrôlées? Un proche de la famille, qui a requis l'anonymat, lâche cette phrase glaçante. Anouchka ne protégeait pas son père, elle protégeait son plan. L'affaire prend une tournure encore plus sombre lorsque les avocats des fils découvrent un autre élément troublant. Un projet de transfert de résidence fiscale en Suisse initié en 2020. Si ce transfert avait été mené à son terme, Alain Delon serait devenu résident suisse, ce qui aurait considérablement réduit les droits de succession à payer en France. Or, la législation suisse en matière d'héritage est bien plus favorable aux enfants désignés comme héritiers principaux et bien moins protectrice pour ceux qui sont écartés. Coïncidence troublante. C'est Anouchka qui aurait piloté ce dossier de A à Z, en liaison avec des conseillers fiscaux genevois. Les fils y voient la preuve d'une stratégie mûrement réfléchie pour les déposséder de leur héritage légitime. Mais Anouchka rétorque que ce projet était une simple optimisation fiscale, parfaitement légale, et qu'elle agissait dans l'intérêt de toute la famille, y compris de ses frères. Alors, qui dit la vérité? Qui ment? Et surtout, qui manipulait réellement Alain Delon pendant ces années cruciales? Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter plus loin dans le temps, bien avant la maladie, bien avant les conflits. Il faut revenir aux années où Alain Delon était encore le maître incontesté de son empire, l'homme qui ne pliait devant personne, qui construisait sa légende à coups de scandales et de triomphes. Car la guerre qui déchire aujourd'hui la famille Delon ne vient pas de nulle part. Elle est l'aboutissement de décennies de rivalité, de jalousie, de blessures jamais refermées. Pour saisir l'ampleur de la tragédie actuelle, il faut d'abord comprendre qui était vraiment Alain Delon, au-delà du mythe. Il faut plonger dans les coulisses de sa vie, là où le masque tombe, là où l'homme se révèle dans toute sa complexité, sa violence, sa fragilité. Et c'est précisément ce que nous allons faire maintenant. Alain Delon n'est pas né dans la soie et le velours. Il est né le 8 novembre 1935 à Sceaux,
dans une famille de la petite bourgeoisie qui explose en vol avant même qu'il n'ait 4 ans. Son père, Fabien Delon, directeur de cinéma, et sa mère, Edith Arnold, divorcent dans des conditions brutales. Le petit Alain est ballotté entre famille d'accueil, pensionnat religieux et un beau-père boucher qu'il déteste. Cette enfance fracturée, marquée par l'absence et le rejet, forge en lui une carapace d'acier, mais aussi une faille béante, un besoin maladif de contrôle, une méfiance viscérale envers ceux qui prétendent l'aimer, et une incapacité chronique à faire confiance. Des décennies plus tard, lorsqu'il évoque cette période, Delon dira « J'ai appris très tôt que personne ne vous sauve. On se sauve soi-même ou on crève. » Cette philosophie de survie, il l'appliquera toute sa vie, y compris avec ses propres enfants. À 17 ans, Alain Delon s'engage dans la marine et part en Indochine. Il y découvre la violence, la mort et une certaine forme de liberté brutale. Lorsqu'il rentre en France en 1956, il n'a ni diplôme, ni métier, ni avenir tracé. Mais il a un visage. Un visage qui arrête les femmes dans la rue, qui fait se retourner les hommes, qui semble sculpté par un dieu grec capricieux. C'est ce visage qui va tout changer. Lors d'un séjour à Cannes en 1957, il est repéré par un agent américain qui lui propose un bout d'essai à Hollywood. Delon refuse, préférant tenter sa chance en France. Il décroche son premier rôle dans Quand la femme s'en mêle, en 1957, aux côtés d'Édith Constantin. Le film passe inaperçu, mais pas Delon. Les producteurs se l'arrachent. En 1958, il tourne Christine avec Romy Schneider, et c'est le début d'une histoire d'amour qui va fasciner la France entière. Romy Schneider, la princesse Sissi, l'actrice la plus aimée d'Europe, tombe éperdument amoureuse de ce jeune loup aux yeux de glace. Leur relation est passionnée, tumultueuse, photographiée à chaque instant. Ils se fiancent en 1959. Romy quitte tout pour lui, sa carrière en Allemagne, sa famille, sa langue. Elle apprend le français, s'installe à Paris, tourne des films français pour rester près de lui. Mais Delon, lui, n'est pas fait pour la fidélité. Il collectionne les conquêtes, disparaît pendant des jours, revient comme si de rien n'était. Romy souffre en silence, espérant que l'amour suffira à le retenir. En 1964, après 5 ans de relation, Delon la quitte brutalement pour épouser Nathalie Canovas, une jeune mannequin qu'il connaît à peine. Romy est dévastée. Elle mettra des années à s'en remettre. Et certains diront qu'elle ne s'en est jamais vraiment remise. Des décennies plus tard, lorsqu'on interrogera Delon sur cette rupture, il répondra avec une froideur glaçante. « J'ai fait ce que je devais faire. Je ne regrette rien. » Mais ceux qui l'ont connu à cette époque racontent une autre version. Delon aurait pleuré en secret, rongé par la culpabilité, incapable d'assumer la douleur qu'il avait infligée à la seule femme qu'il ait vraiment aimée. Le mariage avec Nathalie, rebaptisée Nathalie Delon, est célébré en grande pompe le 13 août 1964. Quelques mois plus tard, le 19 septembre 1964, naît Anthony Delon. Pour la première fois de sa vie, Alain Delon est père. Mais être père ne signifie pas pour lui ce que cela signifie pour la plupart des hommes. Delon est au sommet de sa gloire. Il enchaîne les tournages, les voyages, les soirées mondaines. Il est rarement à la maison. Nathalie, elle, se retrouve seule avec un bébé, dans l'ombre d'un mari qui appartient au monde entier sauf à elle. Le couple bat de l'aile dès les premières années. Nathalie découvre les infidélités à répétition, les mensonges, les absences inexpliquées. En 1969, après seulement 5 ans de mariage, il divorce. Anthony a 4 ans. Il grandira en voyant son père de loin, comme une star inaccessible, un mythe plus qu'un parent. Cette distance, cette froideur, Anthony ne les oubliera jamais. Elles ressurgiront des décennies plus tard, dans les conflits autour de l'héritage, comme une vieille blessure qui ne cicatrise jamais vraiment. Mais l'année 1969 n'est pas seulement celle du divorce, c'est aussi l'année du scandale Markovitch, l'affaire qui faillit détruire Alain Delon.
Stevan Markovic, garde du corps et ami de Delon, est retrouvé mort dans une décharge publique à Elancourt le 1er octobre 1968. Son corps porte des traces de coups violents. L'enquête révèle rapidement que Markovic fréquentait les mêmes cercles que Delon. Des soirées privées, des fêtes où se mêlaient célébrités, politiciens et figures du milieu. Des rumeurs explosives circulent. Partouze, chantage, photos compromettantes impliquant des personnalités de premier plan, dont l'épouse du Premier ministre Georges Pompidou. Alain Delon est interrogé, placé sous surveillance, soupçonné d'en savoir bien plus qu'il ne le dit. Pendant des mois, son nom est traîné dans la boue. Les journaux parlent de l'affaire Delon, de l'acteur et le milieu, de la face cachée du beau gosse. Delon nie toute implication dans la mort de Markovic, mais l'ombre du doute plane. L'affaire ne sera jamais vraiment élucidée, et Markovic restera à jamais une tache sur la réputation de l'acteur. Pourtant, étrangement, ce scandale ne détruit pas Delon. Au contraire, il renforce son image de bad boy, d'homme dangereux, de rebelle que rien ne peut abattre. Le public français, fasciné par cette aura sulfureuse, continue de se presser dans les salles pour le voir à l'écran. C'est dans ce contexte chaotique, entre gloire et scandale, qu'Alain Delon rencontre Mireille d'Arc en 1968. Mireille devient sa compagne, sa confidente, celle qui le comprend sans le juger. Leur relation dure 15 ans, de 1968 à 1983. Contrairement à Romy ou Nathalie, Mireille ne cherche pas à changer Delon. Elle l'accepte tel qu'il est, égoïste, volcanique, imprévisible. Elle devient sa partenaire à l'écran et dans la vie, tournant avec lui dans plusieurs films cultes. Mais Mireille ne lui donnera jamais d'enfant, et c'est peut-être ce qui sauve leur relation de l'implosion. Pas d'enfant, pas de responsabilité écrasante, pas de conflit de loyauté. Juste deux adultes qui s'aiment à leur manière, sans illusion. Pourtant, même cette relation finit par s'éteindre. En 1983, ils se séparent à l'amiable. Mireille restera l'une des rares personnes à parler de Delon avec tendresse, sans amertume, jusqu'à sa mort en 2017. Lors de ses obsèques, Alain Delon, déjà affaibli, pleurera comme un enfant, murmurant « Elle était la seule qui me connaissait vraiment ». Mais revenons aux enfants, car c'est là que se noue le drame actuel. Après Anthony, né en 1964, Alain Delon a deux autres enfants. D'abord Anouchka, née le 25 novembre 1990, fruit de sa relation avec Rosalie von Bremen, un mannequin néerlandais. Puis Alain Fabien, né le 18 mars 1994, du même couple. Rosalie et Alain ne se marient jamais, mais vivent ensemble pendant près de 15 ans. Contrairement à Nathalie, Rosalie accepte les règles du jeu. Delon reste libre, elle élève les enfants, et tout le monde fait semblant que c'est normal. Anouchka et Alain Fabien grandissent dans le luxe, entourés de domestiques, de gardes du corps, de privilèges. Mais ils grandissent aussi dans l'ombre écrasante d'un père qui est une légende vivante. Un homme que tout le monde admire, mais que personne ne peut vraiment approcher. Anouchka, en particulier, développe une relation fusionnelle avec son père. Elle devient son bras droit, sa confidente, celle qui gère ses affaires, filtre ses appels, organise sa vie. Certains y voient de la dévotion filiale, d'autres, une emprise malsaine. Anthony, lui, observe tout cela de loin. Il a grandi sans père, ou presque. Il a construit sa propre carrière d'acteur, avec plus ou moins de succès, toujours comparé à son père, toujours dans son ombre. Il a ses propres démons, des problèmes de drogue dans les années 90, des relations tumultueuses, une vie chaotique. Mais il a aussi une lucidité brutale sur la dynamique familiale. Il voit comment Anouchka s'est installée au centre du dispositif, comment elle a pris le contrôle, comment elle a écarté progressivement tous ceux qui pouvaient faire de l'ombre. Et il se tait, pendant des années, parce qu'il sait que défier Anouchka, c'est défier son père. Mais lorsque la santé de Delon commence à décliner, lorsque les signes de démence deviennent évidents,
Anthony comprend qu'il ne peut plus se taire. Car ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement l'argent. C'est la dignité d'un homme, la mémoire d'une légende, et la vérité sur ce qui s'est vraiment passé dans les dernières années de la vie d'Alain Delon. Alors, que s'est-il vraiment passé? Comment un homme qui a dominé le cinéma français pendant un demi-siècle a-t-il pu se retrouver prisonnier de sa propre famille? Et surtout, qui tire les ficelles dans cette tragédie moderne? Pour répondre à ces questions, il faut plonger dans les années 2010, celles où Alain Delon commence à vieillir, à faiblir, à perdre le contrôle. C'est là que tout bascule. C'est là que commence la vraie bataille. En 2012, Alain Delon a 77 ans. Il est toujours actif, toujours présent dans les médias, mais les signes du déclin sont là. Ses apparitions publiques se font plus rares. Il refuse de tourner, affirmant qu'il ne veut pas qu'on se souvienne de lui comme d'un vieil homme diminué. Il se retire progressivement dans son manoir de Douchy, loin des projecteurs, loin du monde. C'est à cette époque qu'Anouchka prend de plus en plus de place dans sa vie. Elle s'installe à Douchy avec son compagnon et ses enfants. Elle gère les finances, les contrats, les interviews. Elle devient, de facto, la gardienne du temple Delon. Anthony et Alain Fabien, eux, vivent leur vie ailleurs. Ils rendent visite à leur père de temps en temps, mais ils ne sont pas dans le quotidien. Et c'est précisément cette absence qui va jouer contre eux. Car dans l'esprit d'Alain Delon, vieillissant et de plus en plus fragile, c'est Anouchka qui est là. C'est elle qui s'occupe de lui, qui l'écoute, qui le rassure. Les fils, eux, sont perçus comme distants, occupés par leur propre vie. Cette perception, vraie ou fausse, va influencer toutes les décisions à venir. En 2015, Delon subit un accident vasculaire cérébral. Il est hospitalisé en urgence, opéré, sauvé de justesse. Mais cet AVC laisse des séquelles. Sa mémoire flanche par moments. Il a des absences, des confusions. Les médecins parlent de troubles cognitifs légers, mais la famille sait que c'est plus grave. C'est à partir de ce moment que les choses commencent à déraper. Anouchka, selon ses frères, aurait profité de la vulnérabilité de leur père pour obtenir des procurations, des signatures, des modifications juridiques. Elle, de son côté, affirme qu'elle ne faisait qu'exécuter les volontés de son père, qui voulait la protéger, elle et ses petits-enfants. Mais il y a un détail qui ne colle pas dans cette version. En 2018, Alain Delon accorde une interview à Paris Match où il déclare « Je veux que mes 3 enfants héritent à parts égales. C'est ma volonté, et elle ne changera pas. » Or, 3 ans plus tard, en 2021, des documents signés par Delon modifient cette répartition en faveur d'Anouchka. Comment expliquer ce revirement? Delon a-t-il vraiment changé d'avis ou a-t-il été manipulé? Les avocats des fils plaident pour la seconde hypothèse, s'appuyant sur l'enregistrement secret qui prouve, selon eux, que Delon n'était plus en état de prendre des décisions éclairées. Mais les avocats d'Anouchka rétorquent que l'interview de 2018 date d'avant l'AVC et que la volonté de Delon a évolué avec le temps, en fonction de qui était réellement présent à ses côtés. Le conflit éclate au grand jour en 2022 lorsque Anthony Delon porte plainte contre sa sœur pour quote, abus de faiblesse et quote, captation d'héritage. L'affaire fait la une de tous les journaux. La France entière découvre, stupéfaite, que la famille Delon est déchirée par une guerre sans merci. Les médias se déchaînent. Certains prennent le parti d'Anthony, le fils abandonné qui se bat pour la mémoire de son père. D'autres défendent Anouchka, la fille dévouée qui a sacrifié sa vie pour s'occuper d'un père malade. Mais au milieu de ce cirque médiatique, une question reste sans réponse. Où est Alain Delon? Que pense-t-il de tout cela? Peut-il encore penser d'ailleurs? Ou est-il devenu, comme le disent ses fils, une marionnette dont on tire les ficelles? En 2023, un juge ordonne une expertise médicale indépendante pour évaluer l'état mental d'Alain Delon. L'acteur est examiné par 3 psychiatres qui concluent qu'il souffre de troubles neurocognitifs majeurs compatibles avec une démence de type Alzheimer. Cette expertise, accablante, semble donner raison au fils.
Si Delon est effectivement atteint de démence, alors tous les documents signés après 2019 pourraient être invalidés. Mais Anouchka ne désarme pas. Ses avocats contestent l'expertise, arguant que les médecins ont été influencés par les fils et que leur père a encore des moments de lucidité parfaite. Le dossier s'enlise dans des batailles d'experts, des contre-expertises, des procédures interminables. Pendant ce temps, Alain Delon, lui, reste enfermé à Douchy, coupé du monde, prisonnier d'une guerre qu'il ne comprend peut-être même plus. Mais il y a un autre élément, encore plus troublant, qui émerge au fil de l'enquête. Plusieurs témoins affirment qu'Anouchka aurait fait pression sur le personnel de maison pour qu'il ne parle pas de l'état réel de son père. Une ancienne femme de ménage raconte qu'on lui aurait demandé de signer une clause de confidentialité draconienne sous peine de licenciement immédiat. Un chauffeur affirme qu'il a été renvoyé après avoir mentionné devant des invités que, quote, 60 Monsieur Delon avait eu une absence, quote, 61. Ces témoignages, s'ils sont avérés, dessinent le portrait d'une stratégie délibérée pour dissimuler la vérité. Mais pourquoi ? Si Anouchka agissait vraiment dans l'intérêt de son père, pourquoi tant de secrets? Pourquoi tant de mensonges? La réponse, selon les fils, est simple. Parce qu'elle savait que si la vérité éclatait, si le monde découvrait que Delon n'était plus lui-même, alors toutes ses manœuvres juridiques s'effondreraient. Alors elle a construit un mur de silence, une forteresse de mensonges, pour protéger non pas son père, mais son plan. Et ce plan, selon les accusations portées par Anthony et Alain Fabien, ne s'arrêtait pas à la France. Il incluait la Suisse, ce paradis fiscal où les riches vont mourir pour payer moins d'impôts. Le projet de transfert de résidence fiscale, initié en 2020, aurait permis à Delon de devenir résident suisse, réduisant ainsi drastiquement les droits de succession. Mais ce transfert avait un prix. Delon devait passer au moins 183 jours par an en Suisse pour que le fisc français accepte le changement. Or, en 2020 et 2021, Delon était déjà très affaibli. Comment aurait-il pu vivre 6 mois par an en Suisse, loin de ses médecins, loin de ses repères? Les fils affirment qu'Anouchka avait prévu de le faire transporter en Suisse, de le loger dans une clinique privée et de le faire passer pour un résident suisse aux yeux du fisc, alors qu'en réalité, il aurait été un prisonnier doré, incapable de comprendre où il était, ni pourquoi. Ce scénario, digne d'un thriller, semble invraisemblable. Pourtant, les avocats des fils affirment avoir des preuves. Des échanges de mails entre Anouchka et des conseillers fiscaux suisses, des devis de cliniques privées, des documents préparatoires pour les transferts. Si ces preuves sont authentiques, alors l'affaire Delon dépasse largement le cadre d'une simple querelle d'héritage. C'est une affaire de séquestration, de manipulation, de trahison familiale à grande échelle. Mais Anouchka, encore une fois, nie tout en bloc. Elle affirme que le projet suisse était une simple option, jamais mise en œuvre, et qu'elle n'a jamais eu l'intention de séquestrer son père. Elle accuse ses frères de monter une campagne de diffamation pour la discréditer et récupérer l'héritage qu'ils estiment leur être dû. Elle rappelle qu'elle est la seule à avoir été présente au quotidien, la seule à avoir sacrifié sa vie pour s'occuper d'un père malade et ingrat. Elle se présente en victime, en martyr, en fille aimante trahie par des frères cupides. Et une partie de l'opinion publique la croit. Car après tout, qui peut vraiment savoir ce qui s'est passé derrière les murs de Douchy? Qui peut affirmer avec certitude qui ment et qui dit la vérité? Dans cette guerre de versions, chacun a ses arguments, ses preuves, ses témoins. Et au milieu de ce chaos, Alain Delon, la légende, l'icône, l'homme qui a fait rêver des millions de personnes, est devenu un enjeu, un objet, une marionnette dont on se dispute les ficelles. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Le procès est en cours. Les expertises s'accumulent. Les avocats s'affrontent. Mais quelle que soit l'issue judiciaire, une chose est certaine. L'image d'Alain Delon, celle du séducteur invincible, de l'acteur intouchable, de la légende immortelle,
est à jamais terni. Car le monde a découvert que même les dieux peuvent vieillir, décliner, être trahis par ceux qu'ils aiment. Et cette découverte, pour des millions de fans qui ont grandi en admirant Delon, est une blessure qui ne se refermera jamais. Comment en est-on arrivé là? Comment une famille qui avait tout, la gloire, l'argent, le prestige, a-t-elle pu sombrer dans une telle déchéance? Pour comprendre, il faut continuer à creuser, à remonter le fil de cette tragédie, à explorer les zones d'ombre de la vie de Delon. Car ce que nous avons vu jusqu'ici n'est que la surface. Le pire reste à venir. Dans les archives d'un cabinet d'avocats genevois, un dossier porte la mention 64 confidentiel succession AD 65. À l'intérieur, une liasse de documents datés de 2019 à 2021 retrace un balai juridique d'une précision chirurgicale. Procurations successives, mandats de gestion, modifications testamentaires, le tout signé de la main tremblante d'Alain Delon. Mais ce qui glace le sang, c'est la note manuscrite agrafée en première page, rédigée par un clerc inquiet. Sixant client manifestement confus lors de la signature du 23 avril 2020, a demandé 3 fois pourquoi il devait signer. Mademoiselle Delon a répondu à sa place. Cette note, que les avocats d'Anouchka qualifient de « simple observation sans valeur juridique », raconte pourtant une toute autre histoire. Elle raconte comment on transforme un lion en agneau, comment on dépouille un roi de sa couronne pendant qu'il dort, comment on vole la volonté d'un homme en prétendant la respecter. Car si Alain Delon signait effectivement ces documents, la vraie question n'est pas de savoir s'il tenait le stylo, mais s'il comprenait encore ce qu'il signait. Et surtout, qui lui soufflait les réponses lorsqu'il ne savait plus? Les mois qui suivent l'accident vasculaire cérébral de 2015 marquent un tournant invisible mais décisif dans la vie d'Alain Delon. Officiellement, l'acteur se remet bien. Les communiqués de presse parlent d'une « convalescence satisfaisante », d'un moral d'acier, d'un homme qui garde toute sa lucidité. Mais dans les couloirs de l'hôpital parisien où il a été opéré, le personnel médical raconte une autre version. Une infirmière, qui a accepté de témoigner sous couvert d'anonymat, se souvient d'un patient désorienté qui appelait sa fille au milieu de la nuit en croyant être dans un hôtel, qui confondait les visages, qui demandait sans cesse où étaient ses papiers d'identité. Il avait peur qu'on lui vole son identité, confie-t-elle. Il répétait « Je suis Alain Delon, vous comprenez ? Je suis Alain Delon ». Comme s'il essayait de se convaincre lui-même. Cette peur obsessionnelle de perdre son identité, au sens propre comme au figuré, devient le fil rouge de ces dernières années. Car ce que Delon perd progressivement, ce n'est pas seulement sa mémoire ou sa capacité de jugement. C'est son essence même, ce qui faisait de lui Alain Delon. Le contrôle absolu, la volonté de faire, l'indépendance farouche. Anouchka, elle, est présente à chaque instant de cette convalescence. Elle dort dans la chambre d'hôpital, refuse que quiconque voie son père sans sa permission, filtre les appels, les visites, les informations. Les médecins doivent passer par elle pour communiquer avec le patient. Les infirmières reçoivent des instructions strictes. Ne rien dire à personne. Ne rien noter dans les dossiers qui pourraient être mal interprétés. Un médecin de l'équipe soignante, aujourd'hui à la retraite, confie « J'ai rarement vu une famille exercer un tel contrôle sur un patient. D'habitude, on encourage les visites, les interactions, pour stimuler la récupération cognitive. Là, c'était l'inverse. On isolait M. Delon. On le coupait du monde extérieur. Quand j'ai suggéré que ses fils viennent le voir plus souvent, Mademoiselle Delon m'a répondu que cela fatiguerait trop son père. Mais la fatigue, dans ces cas-là, c'est justement ce qu'il faut pour reconstruire les connexions neuronales. J'ai compris qu'il y avait autre chose en jeu. Cette autre chose, c'est précisément ce que les avocats d'Anthony et Alain Fabien tentent de prouver aujourd'hui. Une stratégie délibérée d'isolement pour prendre le contrôle total de l'acteur et de sa fortune. Lorsque Delon sort de l'hôpital en juin 2015, il ne rentre pas chez lui à Douchy. Il est transféré dans une clinique de rééducation en Suisse, près de Genève. Officiellement, c'est pour bénéficier des meilleurs soins. Officieusement,
c'est le début du projet de transfert de résidence fiscale. Car la Suisse n'est pas seulement un pays où l'on soigne bien, c'est aussi un pays où l'on meurt bien, fiscalement parlant. Les droits de succession y sont dérisoires comparés à la France, où l'État peut prélever jusqu'à 45% sur les gros héritages. Pour une fortune estimée à 300 millions d'euros, la différence se chiffre en dizaines de millions. Anouchka, qui a toujours eu la tête sur les épaules et un sens aigu des affaires, l'a parfaitement compris. Mais pour que le transfert soit valide aux yeux du fisc français, il faut que Delon passe au moins 6 mois par an en Suisse, qu'il y ait une adresse, un médecin traitant, des factures, des preuves de vie. Et c'est précisément ce qui se met en place pendant l'été 2015. Delon reste en Suisse jusqu'en novembre, soit près de 5 mois. Ses fils, qui vivent en France, ne le voient presque pas pendant cette période. Quand ils demandent à lui rendre visite, on leur répond que papa se repose, que ce n'est pas le bon moment, que les médecins préfèrent limiter les visites. Anthony, en particulier, commence à sentir que quelque chose ne tourne pas rond. Il connaît sa sœur, il connaît son ambition, son besoin de contrôle. Il sait qu'Anouchka a toujours été la préférée de leur père, celle qui savait le manipuler avec douceur, celle qui obtenait tout ce qu'elle voulait en jouant sur la corde sensible. Mais là, c'est différent. Là, il ne s'agit plus de cadeaux ou de caprices. Il s'agit de l'avenir, de l'héritage, de la mémoire de leur père. Anthony décide de se rendre en Suisse sans prévenir en octobre 2015. Il débarque à la clinique, exige de voir son père. Le personnel, embarrassé, finit par le laisser entrer. Ce qu'il découvre le glace. Alain Delon est assis dans un fauteuil roulant, face à une fenêtre, le regard vide. Il ne reconnaît pas son fils immédiatement. Anthony doit répéter plusieurs fois « Papa, c'est moi, Anthony ». Finalement, Delon tourne la tête, sourit faiblement et murmure « Ah, tu es là, c'est bien ». Puis il retombe dans son silence. Anthony essaie de lui parler, de lui poser des questions sur sa santé, sur ses projets. Mais Delon ne répond que par monosyllabes, ou pas du tout. Au bout de 20 minutes, une infirmière entre et annonce que M. Delon doit se reposer. Anthony est prié de partir. En sortant, il croise Anouchka dans le couloir. Elle est furieuse. « Qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'avais pas à venir sans prévenir. Tu vois bien que papa est fatigué. » Anthony explose. « Fatigué ? Il est drogué, oui. Qu'est-ce que vous lui donnez ?» Anouchka le regarde avec un mélange de mépris et de pitié. « Tu ne comprends rien. Papa est malade. Je fais ce qu'il faut pour qu'il souffre le moins possible. Toi, tu n'es jamais là. Alors ne viens pas me donner des leçons. » Cette confrontation marque le début de la guerre ouverte entre les deux camps. Mais revenons à cette clinique suisse, car c'est là que se joue une partie cruciale du drame. Les dossiers médicaux de Delon, que les avocats des fils ont réussi à obtenir partiellement, révèlent un cocktail impressionnant de médicaments. Anxiolytiques, antidépresseurs, somnifères, antalgiques. Certains de ces médicaments, pris en combinaison, peuvent provoquer des états de confusion, des pertes de mémoire, une altération du jugement. Les médecins qui ont prescrit ces traitements affirment qu'ils étaient nécessaires pour gérer la douleur et l'anxiété post-AVC. Mais les experts consultés par la défense des fils soulèvent une question troublante. Pourquoi un tel arsenal pharmacologique pour un patient qui, officiellement, se remettait bien? Un neurologue indépendant, après avoir étudié le dossier, déclare « Ce type de prescription est cohérent avec une volonté de maintenir le patient dans un état de docilité. On ne cherche pas à le stimuler, à le réveiller, à le faire récupérer. On cherche à le calmer, à le rendre gérable. C'est une pratique courante dans les cas de démence avancée, mais ici, nous sommes en 2015, juste après l'AVC. C'est prématuré, et cela pose des questions éthiques. Ces questions éthiques, Anouchka les balaie d'un revers de main. Selon elle, les médecins faisaient leur travail, et elle suivait leurs recommandations. Mais les fils, eux,
y voient la preuve d'une stratégie: maintenir leur père dans un état de dépendance pour mieux le contrôler. Pendant ce temps, à Paris, les avocats d'Anouchka s'activent. Entre septembre et décembre 2015, une série de documents juridiques sont préparés puis soumis à la signature d'Alain Delon. Parmi eux, une procuration générale donnant à Anouchka le pouvoir de gérer l'ensemble des comptes bancaires de son père, de vendre ou d'acheter des biens immobiliers en son nom, de signer des contrats, de prendre des décisions financières majeures. Cette procuration, d'une portée exceptionnelle, transforme Anouchka en véritable tutrice de facto, sans qu'aucun juge n'ait été consulté, sans qu'aucune expertise médicale n'ait été ordonnée. Delon signe ce document le 15 novembre 2015 dans un cabinet notarial genevois. Le notaire, interrogé plus tard par les enquêteurs, affirme que, quote, M. Delon semblait comprendre ce qu'il signait, et qu'il a, quote, répondu de manière cohérente aux questions posées. Mais lorsqu'on lui demande de préciser quelles questions ont été posées et quelles réponses ont été données, le notaire devient évasif. Il parle de confidentialité professionnelle, de respect de la vie privée du client. Les avocats des fils, eux, ont une autre lecture. Le notaire a été payé pour fermer les yeux, pour valider une signature qui n'aurait jamais dû l'être. Il réclame l'annulation de cette procuration, arguant qu'elle a été obtenue sous l'emprise de médicaments et dans un état de vulnérabilité cognitive. Mais prouver cela, 5 ans après les faits, relève du parcours du combattant. Car c'est bien là le génie diabolique de l'opération. Tout a été fait dans les règles, en apparence. Les documents sont signés devant notaire, les témoins sont présents, les cachets sont apposés. Sur le papier, tout est légal. Mais dans les faits, dans la réalité humaine de ce qui s'est passé dans ce bureau genevois, c'est une toute autre histoire. Alain Delon, assis dans son fauteuil, le regard perdu, ne comprend probablement pas la portée de ce qu'il signe. Il fait confiance à sa fille, comme il lui a toujours fait confiance. Il signe parce qu'elle lui dit de signer, parce qu'elle lui assure que c'est pour son bien, que c'est pour protéger la famille. Et lui, diminué, fatigué, drogué, n'a plus la force de résister, de poser des questions, de dire non. Il signe. Et en signant, il scelle son propre destin. Il devient, à partir de ce jour, une marionnette juridique. Un homme dont la volonté n'existe plus que sur le papier, mais qui, dans les faits, n'a plus aucun pouvoir sur sa propre vie. Les mois qui suivent confirment cette prise de contrôle. Anouchka commence à prendre des décisions majeures au nom de son père. Elle vend un appartement parisien que Delon possédait depuis les années 70, une vente qui rapporte plusieurs millions d'euros. Elle réorganise les comptes bancaires, transfère des fonds vers des comptes suisses, restructure les sociétés qui gèrent les droits d'image de l'acteur. Tout cela, officiellement, avec l'accord de Delon. Mais les fils, qui découvrent ces opérations au compte-gouttes, sont furieux. Ils n'ont pas été consultés, pas informés, pas associés. Ils apprennent les ventes et les transferts par des tiers, par des notaires qui les contactent pour des questions administratives. Quand ils confrontent Anouchka, elle leur répond que papa a décidé ainsi, et que, si vous avez un problème, allez lui en parler. Mais aller parler à Delon, c'est précisément ce qu'on les empêche de faire. Les visites sont toujours contrôlées, toujours supervisées. Jamais ils ne peuvent voir leur père seul, lui poser des questions directes, vérifier par eux-mêmes ce qu'ils pensent vraiment. Et quand ils insistent, on leur oppose la santé fragile de Delon, son besoin de calme, son intolérance au stress. « Vous allez le tuer si vous continuez à le harceler », leur lance Anouchka lors d'une dispute mémorable en 2016. Cette phrase, Anthony ne l'oubliera jamais, car elle révèle la stratégie. Utiliser la maladie de leur père comme une arme, comme un bouclier, pour les tenir à distance et agir en toute impunité. Mais il y a un autre personnage dans cette histoire. Un personnage dont on parle peu, mais qui joue un rôle clé. Le compagnon d'Anouchka, Julien de Reims. Cet homme, ancien mannequin reconverti dans les affaires, est entré dans la vie d'Anouchka au début des années 2010. Il s'installe avec elle à Douchy, devient une présence constante auprès de Delon.
Certains témoins affirment qu'il aurait exercé une influence considérable sur Anouchka, la poussant à sécuriser l'héritage, à prendre le contrôle des finances. D'autres le décrivent comme un simple compagnon aimant, soutenant sa femme dans une période difficile. Mais une chose est certaine, à partir de son arrivée, les choses s'accélèrent. Les procurations se multiplient, les ventes s'enchaînent, les décisions se prennent à un rythme effréné. Les fils, eux, voient en Julien un intrus, un profiteur qui a flairé la bonne affaire. Ils l'accusent d'avoir manipulé Anouchka, de l'avoir convaincu de dépouiller son propre père. Mais Anouchka défend farouchement son compagnon. Elle affirme qu'il l'a aidé à traverser les moments les plus durs, qu'il a été un soutien indéfectible, et que les accusations de ses frères ne sont que de la jalousie et de la mesquinerie. Qui dit la vérité? Difficile à dire. Mais une chose est sûre, l'arrivée de Julien de Reims dans le cercle familial a changé la donne, et pas nécessairement dans le bon sens. En 2017, un événement vient bouleverser l'équilibre précaire de la famille Delon. La mort de Mireille d'Arc. L'ancienne compagne d'Alain Delon, celle qu'il avait aimée sans condition pendant 15 ans, celle qui le connaissait mieux que personne, s'éteint le 28 août 2017, jour de l'anniversaire de Delon. Cette coïncidence tragique frappe l'acteur de plein fouet. Lors des obsèques, il est méconnaissable. Voûté, le visage ravagé par les larmes, il semble avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Il prononce quelques mots devant l'assemblée, la voix brisée. Elle était ma lumière. Maintenant, il fait noir. Cette phrase, d'une simplicité déchirante, résume tout. Avec la mort de Mireille, Delon perd son dernier lien avec l'homme qu'il était, avec sa jeunesse, avec sa gloire. Il perd la seule personne qui le voyait encore comme Alain, et non comme une légende, un patrimoine, un enjeu. Après cet enterrement, Delon se referme encore plus. Il refuse de sortir de Douchy, refuse de voir des amis, refuse de répondre au téléphone. Il passe ses journées enfermé dans sa chambre, à regarder de vieilles photos, de vieux films. Anouchka, inquiète, fait venir des médecins. Ils diagnostiquent une dépression sévère, prescrivent des antidépresseurs, des anxiolytiques. Le cocktail médicamenteux s'alourdit encore. Et avec lui, l'état mental de Delon se dégrade un peu plus. C'est dans ce contexte de deuil et de déclin que se situe l'enregistrement secret, celui qui fait aujourd'hui scandale. Au printemps 2021, quelqu'un, on ne sait pas encore qui, décide d'enregistrer Alain Delon à son insu. Sur cette bande, on entend l'acteur parler, ou plutôt essayer de parler. Sa voix est faible, hésitante. Il cherche ses mots, répète les mêmes phrases, pose des questions sans attendre les réponses. À un moment, on l'entend dire « Où sont mes papiers ? Quelqu'un a pris mes papiers. Je ne trouve plus rien. » Puis, après un silence, « Anouchka, tu es là ? Dis-moi que tu es là. » Et une voix féminine, qu'on identifie comme celle d'Anouchka, répond « Oui, papa, je suis là. Ne t'inquiète pas. » Mais ce qui glace le sang, c'est la suite. On entend Delon demander « Qu'est-ce que j'ai signé hier ? Je ne me souviens plus. » Et Anouchka, d'une voix douce mais ferme, répond « Ce n'est pas important, papa. C'était juste des papiers pour la maison. Ne te fatigue pas avec ça. » Cet échange, d'une durée de quelques minutes à peine, est devenu la pièce maîtresse du dossier des fils. Car il prouve, selon eux, que Delon ne savait plus ce qu'il signait, et qu'Anouchka le savait parfaitement. Mais qui a fait cet enregistrement? Et pourquoi l'avoir gardé secret pendant 3 ans? Les hypothèses sont nombreuses. Certains pensent qu'un membre du personnel, choqué par ce qu'il voyait, a décidé de garder une preuve. D'autres imaginent qu'un des fils a réussi à placer un micro dans la maison. Anouchka, elle, crie au complot, à la manipulation, à la violation de la vie privée. Elle affirme que cet enregistrement est un faux, ou qu'il a été monté de toutes pièces pour la discréditer. Mais les experts en audio forensique qui ont analysé la bande affirment qu'elle est authentique, qu'il n'y a aucune trace de montage ou de manipulation. Alors, qui ment? La vérité, comme souvent dans ce genre d'affaires, se situe probablement quelque part entre les deux versions.
Oui, Alain Delon était diminué, confus, vulnérable. Mais non, il n'était peut-être pas totalement incapable de prendre des décisions. Oui, Anouchka a pris le contrôle de la situation, parfois de manière autoritaire, parfois en contournant ses frères. Mais non, elle n'a peut-être pas agi uniquement par cupidité. Peut-être croyait-elle sincèrement agir dans l'intérêt de son père, protéger sa dignité, préserver son image. Peut-être pensait-elle que ses frères, absents pendant des années, n'avaient pas leur mot à dire. Peut-être avait-elle raison sur certains points et tort sur d'autres. Mais ce qui est certain, c'est que cette guerre familiale a transformé les dernières années d'Alain Delon en cauchemar. Au lieu de finir sa vie entouré de l'amour de ses enfants, il a fini au centre d'une bataille juridique impitoyable, utilisé comme un pion par les uns et les autres, dépossédé de sa propre volonté. Et cela, personne ne peut le nier. Ni Anouchka, ni Anthony, ni Alain Fabien. Tous portent une part de responsabilité dans ce désastre. Tous ont contribué, d'une manière ou d'une autre, à transformer une légende en marionnette. Mais alors, comment en est-on arrivé là? Comment une famille qui avait tout a-t-elle pu sombrer dans une telle déchéance? Pour le comprendre, il faut remonter encore plus loin, explorer les racines du mal, plonger dans les secrets les plus sombres de la vie d'Alain Delon. Car ce que nous avons vu jusqu'ici n'est que la conséquence. Les causes, elles, sont bien plus anciennes, bien plus profondes, bien plus troublantes. Il existe, dans les archives de la police française, un dossier classé « Affaire Markovitch », complément d'enquête. Ce dossier, jamais rendu public, contient des témoignages qui n'ont jamais été versés au procès, des photos qui n'ont jamais été montrées, des noms qui n'ont jamais été prononcés. Parmi ces documents, une déposition d'un ancien garde du corps d'Alain Delon, recueillie en 1969, mais immédiatement classée « secret défense ». Dans cette déposition, l'homme affirme avoir été témoin de scènes qu'il qualifie de choquantes dans la villa de Delon à Marne-la-Coquette. Il parle de soirées où se mêlaient célébrités, politiciens et figures du milieu criminel. Il décrit des échanges d'argent liquide, des enveloppes qui passaient de main en main, des conversations à voix basse dans des pièces fermées à clé. Il mentionne la présence régulière de Stevan Markovitch, le garde du corps retrouvé mort, et affirme que Markovitch, quote, en savait trop, quote, sur certaines personnes très puissantes. Lorsqu'on lui demande si Alain Delon était impliqué dans des activités illégales, l'homme hésite, puis répond « Monsieur Delon n'était pas un criminel. Mais il fréquentait des criminels. Et dans ce milieu, la frontière est mince. » Cette déposition, si elle était rendue publique aujourd'hui, ferait l'effet d'une bombe, car elle confirmerait ce que beaucoup soupçonnent depuis des décennies. Alain Delon n'était pas seulement un acteur. Il était un homme qui évoluait dans les zones grises, qui connaissait les codes du milieu, qui savait comment naviguer entre légalité et illégalité sans jamais se faire prendre. Et cette capacité à jouer sur les limites, à contourner les règles, il l'a transmise, consciemment ou non, à ses enfants. En particulier à Anouchka, qui a appris de son père l'art de la manipulation, du secret, du contrôle. Mais contrairement à lui, elle n'a pas su s'arrêter à temps. Elle a poussé le jeu trop loin, et aujourd'hui, elle en paie le prix. Les années 70 et 80 sont, pour Alain Delon, une période de gloire absolue, mais aussi de dérives inquiétantes. Il est au sommet de sa carrière, enchaîne les succès au box-office, gagne des fortunes colossales. Mais il dépense aussi sans compter. Il achète des propriétés, des voitures de luxe, des œuvres d'art. Il entretient plusieurs maîtresses, finance des projets de films qui ne verront jamais le jour, prête de l'argent à des amis qui ne le rembourseront jamais. Ses proches racontent qu'il vivait dans une sorte de bulle, convaincu que l'argent ne s'arrêterait jamais de couler, que sa gloire était éternelle. Mais derrière cette façade de prince du cinéma, il y avait aussi une face sombre. Delon avait des accès de violence, des colères terribles. Il pouvait être charmant et généreux un jour,
glacial et cruel le lendemain. Ses compagnes, ses collaborateurs, ses enfants, tous ont subi à un moment ou un autre ces sautes d'humeur imprévisibles. Anthony, en particulier, garde des souvenirs douloureux de son enfance. Il raconte comment son père pouvait l'ignorer pendant des semaines, puis débarquer soudainement, le couvrir de cadeaux, lui promettre monts et merveilles, avant de disparaître à nouveau. Cette instabilité affective a laissé des traces profondes chez le fils aîné, qui a passé une grande partie de sa vie à chercher l'approbation d'un père qui ne la donnait jamais vraiment. Anouchka, elle, a grandi dans un contexte différent. Née en 1990, elle arrive à un moment où Delon commence à ralentir, à se retirer progressivement du cinéma. Il est plus présent, plus disponible. Il la couve, la protège, la gâte. Elle devient sa princesse, celle qui peut tout obtenir de lui. Mais cette relation fusionnelle a aussi son revers. Anouchka grandit dans l'ombre écrasante de son père, sans jamais vraiment construire sa propre identité. Elle devient Madame Delon Junior, celle qui gère, qui organise, qui contrôle. Elle apprend très tôt à manipuler son père, à jouer sur ses faiblesses, à obtenir ce qu'elle veut en flattant son ego ou en jouant la carte de l'émotion. Et Delon, vieillissant, de plus en plus isolé, de plus en plus dépendant, tombe dans le piège. Il fait d'Anouchka sa confidente, sa gestionnaire, sa gardienne. Il lui donne des pouvoirs qu'il n'aurait jamais dû lui donner. Et elle, grisée par ce pouvoir, en veut toujours plus. C'est ainsi que se met en place, progressivement, insidieusement, le mécanisme qui conduira au désastre actuel. Car Anouchka ne voit plus son père comme un père. Elle le voit comme un patrimoine à gérer, un héritage à sécuriser, un empire à contrôler. Et dans cette logique implacable, les frères deviennent des rivaux, des obstacles, des ennemis à écarter. Mais il y a un autre élément, souvent négligé, qui explique en partie la situation actuelle. L'absence de Rosalie Van Bremen, la mère d'Anouchka et Alain Fabien. Rosalie, qui a vécu avec Delon pendant 15 ans, qui a élevé ses enfants, qui a supporté ses infidélités et ses absences, a quitté le manoir de Douchy en 2002, lorsque la relation avec Delon est devenue insupportable. Elle est retournée vivre aux Pays-Bas, loin du cirque médiatique français, loin des conflits familiaux. Depuis, elle garde un silence absolu sur sa vie avec Delon, refusant toutes les interviews, toutes les sollicitations. Mais son absence a créé un vide dans la vie d'Anouchka et Alain Fabien. Un vide que Delon, malgré toute sa présence, n'a jamais pu combler. Anouchka, en particulier, semble avoir reporté sur son père toute l'affection, toute la dépendance qu'elle aurait dû partager entre ses deux parents. Elle est devenue la femme de la maison, la maîtresse de Douchy, celle qui remplace la mère absente. Et dans ce rôle ambigu, elle a perdu ses repères, ses limites. Elle ne sait plus où s'arrête la fille et où commence la gestionnaire, où s'arrête l'amour filial et où commence l'intérêt financier. Cette confusion des rôles est au cœur du drame actuel. Car comment peut-on être à la fois la fille aimante et la tutrice de facto? Comment peut-on prétendre agir par amour tout en signant des procurations qui dépossèdent son propre père de sa liberté? Ces questions, Anouchka refuse de se les poser. Ou peut-être se les pose-t-elle, la nuit, dans le silence de sa chambre, mais sans jamais trouver de réponse satisfaisante. Et pendant ce temps, Alain Delon, lui, continue de décliner. En 2019, il fait une chute dans sa salle de bain. Rien de grave, officiellement. Mais cette chute marque un nouveau tournant. Delon devient encore plus fragile, encore plus dépendant. Il a besoin d'aide pour se lever, pour s'habiller, pour manger. Il passe ses journées dans un fauteuil, à regarder la télévision sans vraiment la voir, à écouter de la musique sans vraiment l'entendre. Les rares visiteurs qui parviennent à le voir sont choqués par sa transformation. L'homme qui était Alain Delon, le séducteur, le rebelle, la légende, n'est plus qu'une ombre. Un fantôme qui hante sa propre maison,
prisonnier de son corps vieillissant, prisonnier de sa mémoire défaillante, prisonnier de sa propre famille. Et c'est peut-être cela, le plus tragique dans cette histoire. Ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas les procurations, ce ne sont pas les batailles juridiques, c'est de voir un homme qui a incarné la liberté, la force, l'indépendance, finir sa vie dans une cage dorée, manipulé par ceux qu'il aimait, dépossédé de sa propre volonté. Comment a-t-on pu laisser faire cela? Comment la société, les médias, les autorités ont-ils pu fermer les yeux pendant si longtemps? Et surtout, que va-t-il se passer maintenant? Le procès va-t-il rendre justice à Alain Delon? Ou va-t-il simplement ajouter une couche supplémentaire de boue sur une légende déjà ternie? Ces questions, nous allons y répondre dans les chapitres suivants. Car l'histoire n'est pas terminée. Le pire, peut-être, reste à venir. Dans le coffre-fort d'une banque zurichoise repose un testament holographe daté du 12 mars 2020. Ce document, rédigé de la main tremblante d'Alain Delon, modifie radicalement la répartition de son héritage. Mais ce qui trouble les experts graphologues mandatés par le tribunal, c'est la signature. Elle ne ressemble en rien à celle que Delon a posée sur ses contrats dans les années 2010. Les lettres sont déformées, le trait est hésitant, certaines boucles caractéristiques ont disparu. Un graphologue judiciaire, après avoir comparé cette signature avec des centaines d'autres, déclare sous serment « Cette signature a été tracée par une main qui ne contrôlait plus ses gestes. Soit la personne était sous l'emprise de substances altérant ses capacités motrices, soit elle souffrait d'une pathologie neurologique avancée. Dans les deux cas, la validité juridique de ce document est hautement contestable. Mais le plus troublant n'est pas la signature elle-même, c'est la date. Le 12 mars 2020, la France entrait dans son premier confinement. Les frontières se fermaient, les déplacements étaient interdits, le monde entier se barricadait. Et c'est précisément à ce moment-là, dans ce chaos généralisé, qu'Alain Delon aurait décidé de modifier son testament. Coïncidence? Ou opportunité parfaitement calculée pour agir dans l'ombre, loin des regards, loin des témoins gênants? Les fils de la légende penchent pour la seconde hypothèse. Et ils ont des raisons de le croire. Les mois de confinement, du printemps à l'été 2020, transforment le manoir de Douchy en bunker hermétique. Officiellement, c'est pour protéger Alain Delon du virus. À 84 ans, avec ses antécédents médicaux, il fait partie des personnes à très haut risque. Anouchka prend les choses en main avec une efficacité militaire. Elle congédie une partie du personnel, ne gardant que les employés les plus fidèles, ceux qui ont signé des clauses de confidentialité renforcées. Elle fait installer des caméras de surveillance supplémentaires aux entrées du domaine. Elle donne des instructions strictes aux gardiens. Personne n'entre sans son autorisation expresse, pas même les fils de M. Delon. Anthony et Alain Fabien, qui vivent à Paris, se retrouvent coupés de leur père pendant des semaines. Lorsqu'ils appellent, on leur répond que papa dort, que papa ne se sent pas bien, que ce n'est pas le moment. Ils proposent de venir avec des masques, de respecter toutes les mesures sanitaires. On leur oppose un refus catégorique. « Vous allez le contaminer », leur dit Anouchka. « Vous ne vous rendez pas compte de la gravité de la situation. Si papa attrape le Covid, il meurt. Vous voulez sa mort sur la conscience ?» Cette phrase, prononcée lors d'une conversation téléphonique houleuse en avril 2020, résonne comme une menace à peine voilée, car elle sous-entend que si les fils insistent, s'ils forcent le passage, ils seront tenus pour responsables de ce qui pourrait arriver à leur père. C'est une arme psychologique redoutable, et elle fonctionne. Anthony et Alain Fabien, rongés par la culpabilité et l'impuissance, finissent par renoncer. Ils ne verront leur père qu'une seule fois pendant tout le premier confinement, lors d'une visite de 30 minutes, en extérieur, à 3 mètres de distance, sous la surveillance constante d'Anouchka. Delon, assis dans son fauteuil roulant, emmitouflé dans une couverture malgré la douceur printanière, les regarde sans vraiment les reconnaître. Il sourit vaguement, hoche la tête quand on lui parle, mais ne prononce presque aucun mot.
Anthony essaie de lui poser des questions sur sa santé, sur ses projets. Delon répond par monosyllabe ou ne répond pas du tout. Au bout de 30 minutes, Anouchka met fin à la visite. Papa est fatigué. Il faut qu'il rentre. Les fils repartent, le cœur serré, avec la certitude qu'ils viennent de voir leur père pour la dernière fois. Ou du moins, de voir l'homme qu'il était. Car ce qu'ils ont vu ce jour-là, ce n'était plus Alain Delon. C'était une enveloppe vide, un corps sans âme, une marionnette dont quelqu'un d'autre tirait les ficelles. Mais pendant que les fils sont tenus à l'écart, d'autres visiteurs, eux, ont accès au manoir. Des notaires, des avocats, des conseillers fiscaux. Ils viennent de Genève, de Paris, de Luxembourg. Ils arrivent avec des mallettes pleines de documents, des ordinateurs portables, des dossiers confidentiels. Ils s'enferment pendant des heures dans le bureau de Delon, cette pièce lambrissée où l'acteur avait l'habitude de recevoir ses amis, de signer ses contrats, de prendre les décisions importantes de sa vie. Mais aujourd'hui, ce n'est plus Delon qui décide, c'est Anouchka. Elle est assise à la place de son père, derrière le grand bureau en acajou. Elle étudie les documents, pose des questions, négocie les clauses. Delon, lui, est relégué dans un fauteuil d'angle, silencieux, absent. De temps en temps, on lui tend un stylo, on lui montre où signer. Il signe, mécaniquement, sans lire, sans comprendre. Un ancien employé de maison, licencié en juin 2020 pour avoir manqué de discrétion, raconte ce qu'il a vu lors d'une de ces réunions. « J'ai apporté du café dans le bureau. Il y avait 3 hommes en costume, mademoiselle Anouchka et monsieur Delon. Les hommes parlaient entre eux, en anglais je crois. Monsieur Delon regardait par la fenêtre, comme s'il n'était pas là. À un moment, un des hommes a dit quelque chose à mademoiselle Anouchka. Elle a hoché la tête, puis elle s'est tournée vers son père et lui a dit « Papa, il faut que tu signes ici. » Monsieur Delon a pris le stylo, a signé sans regarder le papier, puis il a reposé le stylo et il est retourné à sa contemplation de la fenêtre. Ça m'a glacé le sang. J'ai compris ce jour-là que monsieur Delon n'était plus maître de rien. Ce témoignage, recueilli par les avocats des fils, est accablant. Mais il est aussi invérifiable. L'employé a été licencié. Il n'a aucune preuve matérielle de ce qu'il avance, et Anouchka nie catégoriquement ces accusations. Elle affirme que cet homme a été renvoyé pour vol, qu'il cherche à se venger, et que son témoignage n'a aucune valeur. Mais les fils, eux, le croient. Car ce qu'il décrit correspond exactement à ce qu'ils soupçonnent depuis des mois. Leur père est devenu un automate, une machine à signer, un outil juridique au service d'une stratégie qui le dépasse complètement. Et cette stratégie, elle a un nom: l'optimisation successorale. Car ce qui se joue dans le bureau de Douchy pendant ces mois de confinement, ce n'est pas seulement une question de testament. C'est une restructuration complète du patrimoine Delon. Une opération financière d'une complexité redoutable, orchestrée par des spécialistes de la fiscalité internationale. L'objectif est simple: réduire au maximum les droits de succession que devront payer les héritiers. En France, ces droits peuvent atteindre 45% pour les gros patrimoines. Sur une fortune de 300 millions d'euros, cela représente 135 millions qui partent dans les caisses de l'État. Une somme colossale. Mais il existe des moyens légaux de réduire cette facture. On peut créer des sociétés holding, transférer des actifs dans des trusts, domicilier certains biens dans des pays à fiscalité avantageuse. Et c'est précisément ce qui se met en place pendant le printemps 2020. Les propriétés françaises de Delon sont transférées dans des sociétés civiles immobilières dont Anouchka devient la gérante. Les droits d'image, qui représentent une manne financière considérable, sont cédés à une société luxembourgeoise. Les comptes bancaires sont progressivement vidés et les fonds sont transférés vers des comptes suisses. Tout cela, officiellement, avec l'accord de Delon. Mais en réalité, Delon ne comprend probablement rien à ces opérations. Il signe ce qu'on lui demande de signer, fait confiance à sa fille,
et ne pose aucune question, car il n'a plus la capacité de poser des questions. Son cerveau, rongé par la maladie, ne fonctionne plus de manière cohérente. Il vit dans un présent perpétuel, sans mémoire du passé, sans projection dans l'avenir. Il est là, physiquement, mais mentalement, il a déjà quitté ce monde. Les médecins qui le suivent à cette époque sont formels. Alain Delon souffre d'une démence mixte, combinant des éléments de maladie d'Alzheimer et de démence vasculaire liée à son AVC de 2015. Cette pathologie, irréversible et progressive, altère profondément ses capacités cognitives. Il a des troubles de la mémoire à court terme, des difficultés à reconnaître les visages familiers, des moments de confusion où il ne sait plus où il est, ni quelle année on est. Il a aussi des troubles du comportement, des accès d'angoisse, des crises de larmes inexpliquées, des phases d'agitation où il veut partir, s'enfuir, retourner chez lui, alors qu'il est déjà chez lui. Pour gérer ces symptômes, les médecins prescrivent un arsenal médicamenteux impressionnant. Des neuroleptiques pour calmer l'agitation, des anxiolytiques pour réduire l'angoisse, des antidépresseurs pour stabiliser l'humeur, des somnifères pour favoriser le sommeil. Ce cocktail de médicaments, pris quotidiennement, transforme Delon en zombie. Il passe ses journées dans un état de semi-conscience, ni vraiment éveillé, ni vraiment endormi, flottant dans un brouillard chimique qui le coupe du monde réel. Les rares moments de lucidité, où il semble retrouver un peu de lui-même, sont de plus en plus espacés, de plus en plus brefs. Et c'est précisément pendant ces moments de lucidité que les documents les plus importants sont signés. Coïncidence ou calcul? Les fils penchent pour le calcul. Ils imaginent Anouchka guettant ces moments, attendant que son père émerge du brouillard, puis se précipitant avec les papiers à signer avant qu'il ne replonge. C'est une image terrible, presque insoutenable. Mais c'est aussi, selon eux, la réalité de ce qui s'est passé à Douchy pendant ces années maudites. Il y a aussi cette histoire de clé, un détail apparemment anodin, mais qui en dit long sur le climat de méfiance et de contrôle qui règne au manoir. En juillet 2020, Alain Fabien, le fils cadet, décide de se rendre à Douchy sans prévenir. Il a gardé un double des clés de la propriété, celle que son père lui avait donnée des années plus tôt, en lui disant « Cette maison est aussi la tienne. Tu peux venir quand tu veux. » Mais lorsqu'Alain Fabien arrive devant le portail, il découvre que les serrures ont été changées. Ses clés ne fonctionnent plus. Il sonne à l'interphone. Pas de réponse. Il appelle Anouchka. Elle décroche, agacée. « Qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit de prévenir avant de venir. » Alain Fabien explique qu'il voulait voir son père, qui s'inquiète, qu'il a le droit de venir dans la maison familiale. Anouchka soupire. Les serrures ont été changées pour des raisons de sécurité. Il y a eu des tentatives d'effraction. Je ne pouvais pas prendre de risques avec papa. Alain Fabien ne la croit pas. Il n'y a jamais eu de tentative d'effraction à Douchy. Le domaine est surveillé 24 heures sur 24, entouré de murs de 3 mètres de haut, équipé de caméras et d'alarmes. Changer les serrures n'avait qu'un seul but: empêcher les fils d'entrer librement, les forcer à passer par Anouchka, à demander la permission. C'est une manière de marquer le territoire, de dire « Ici, c'est moi qui commande. Vous n'êtes plus chez vous. » Alain Fabien, humilié, repart sans avoir vu son père. Il ne reviendra plus à Douchy pendant des mois. Et quand il y reviendra, ce sera avec des avocats, des huissiers, dans le cadre d'une procédure judiciaire. La maison de son enfance, celle où il a grandi, où il a joué dans le parc, où il a appris à nager dans la piscine, est devenue un territoire ennemi, une forteresse dont sa propre sœur est la gardienne impitoyable. Mais il y a pire encore. Il y a cette histoire de chiens, les fameux chiens d'Alain Delon. L'acteur a toujours adoré les animaux, en particulier les chiens. Il en a eu des dizaines au cours de sa vie, des bergers allemands, des labradors, des épagnols. Ils étaient ses compagnons, ses confidents, ceux qui ne le jugeaient pas, qui l'aimaient inconditionnellement. À Douchy, il y avait toujours eu des chiens, courant dans le parc,
dormant au pied de son lit, le suivant partout. Mais à partir de 2020, les chiens disparaissent progressivement. Certains meurent de vieillesse, d'autres sont donnés à des refuges, d'autres encore sont euthanasiés pour des raisons médicales. En 2021, il ne reste plus qu'un seul chien, un vieux berger allemand nommé Loubo, le dernier compagnon de Delon. Mais en mars 2022, Loubo meurt à son tour. Delon est effondré. Il pleure pendant des jours, refuse de manger, refuse de sortir de sa chambre. Il demande sans cesse « Où est Loubo ? Où est mon chien ?» Anouchka essaie de le consoler, lui explique que Loubo était vieux, malade, qu'il a été endormi pour ne plus souffrir. Mais Delon ne comprend pas. Ou plutôt, il comprend, mais il ne peut pas accepter. Car Loubo était son dernier lien avec le monde vivant, le dernier être qu'il aimait sans arrière-pensée, sans calcul. Avec sa mort, Delon perd son dernier repère, son dernier ancrage dans la réalité. Il sombre alors dans une dépression encore plus profonde, dont il ne sortira jamais vraiment. Et c'est à ce moment-là, dans cet état de vulnérabilité extrême, que sont signés les derniers documents modificatifs du testament. Les fils, lorsqu'ils apprennent cela, sont révoltés. Ils accusent Anouchka d'avoir profité de la mort du chien, de la détresse de leur père, pour lui faire signer ce qu'elle voulait. Elle, bien sûr, nie. Elle affirme que les documents avaient été préparés depuis longtemps, que la mort de Loubo n'a rien à voir avec le timing. Mais la coïncidence est troublante, et elle s'ajoute à la longue liste des coïncidences troublantes qui jalonnent cette affaire. En 2022, la situation devient intenable. Anthony et Alain Fabien, après des mois de frustration et d'impuissance, décident de passer à l'offensive. Ils engagent une équipe d'avocats spécialisés dans les affaires de succession et de protection des personnes vulnérables. Ils déposent une requête auprès du tribunal de grande instance d'Orléans, demandant la mise sous tutelle judiciaire de leur père. Cette procédure, exceptionnelle et lourde de conséquences, vise à retirer à Alain Delon la gestion de ses biens et de sa personne pour la confier à un tuteur désigné par le juge. Les fils proposent qu'un tuteur indépendant soit nommé, quelqu'un qui n'a aucun lien avec la famille, qui pourra prendre des décisions objectives dans l'intérêt de Delon. Mais ils savent que cette démarche va déclencher une guerre totale avec Anouchka. Et ils ne se trompent pas. Dès que la requête est déposée, Anouchka contre-attaque. Elle engage ses propres avocats, des ténors du barreau parisien, et dépose une plainte pour 7 dénonciations calomnieuses contre ses frères. Elle affirme que leur père est parfaitement capable de gérer ses affaires, que les accusations de démence sont exagérées et que la vraie motivation des fils est purement financière. Elle les accuse de vouloir mettre la main sur l'héritage avant même que leur père ne soit décédé, de le dépouiller vivant, de le traiter comme un mort en sursis. Ces accusations, relayées par les médias, font mouche. Une partie de l'opinion publique se retourne contre Anthony et Alain Fabien. On les traite de fils indignes, de vautours, de profiteurs. On les compare à ces héritiers cupides qui traînent leurs parents devant les tribunaux pour récupérer leur argent plus vite. C'est une campagne de dénigrement féroce, orchestrée par les avocats d'Anouchka, et elle fonctionne. Les fils se retrouvent isolés, attaqués de toutes parts, obligés de se justifier en permanence. Mais ils tiennent bon, car ils savent qu'ils ont raison. Ils savent que leur père est en danger, qu'il est manipulé, qu'il faut le sauver avant qu'il ne soit trop tard. Même si pour cela, ils doivent affronter leur propre sœur, détruire l'image publique de leur famille et révéler au monde entier les secrets les plus sombres de la légende Alain Delon. Sont-ils prêts à aller jusque-là? Sont-ils prêts à sacrifier la mémoire de leur père pour sauver ce qu'il en reste? Ces questions, ils se les posent chaque jour. Et chaque jour, ils arrivent à la même conclusion. Ils n'ont pas le choix. Car s'ils ne font rien, s'ils laissent Anouchka continuer, alors leur père finira ses jours comme une marionnette, dépossédé de tout, y compris de sa dignité. Et cela, ils ne peuvent pas l'accepter.
Dans une clinique privée de Genève, un dossier médical porte le code patient « confidentiel ». Les notes du neurologue en chef, datées de janvier 2023, décrivent un tableau clinique sans appel. Détérioration cognitive sévère et irréversible. Le patient ne reconnaît plus les membres de sa famille de manière constante. Perte totale de la notion du temps. Incapacité à prendre des décisions éclairées concernant sa personne ou ses biens. Mais ce qui glace le sang dans ce rapport, c'est la mention manuscrite ajoutée en marge par une infirmière de nuit. Le patient pleure souvent en murmurant des noms. Il répète « Romy, pardonne-moi. Mireille, où es-tu » Puis il demande qui sont les gens autour de lui. Quand sa fille lui dit « C'est moi, Anouchka », il sourit poliment, comme on sourit à une étrangère. Cette note, versée au dossier judiciaire par un médecin révolté par ce qu'il voyait, révèle la vérité nue. Alain Delon n'habite plus son propre corps. Il erre dans les limbes de sa mémoire fracturée, prisonnier d'un présent éternel où les visages n'ont plus de nom, où les années se confondent, où la frontière entre rêve et réalité s'est dissoute depuis longtemps. Et pendant que le guépard agonise lentement dans sa cage dorée, le monde extérieur continue de se déchirer pour savoir qui héritera de sa dépouille. Car c'est bien de cela qu'il s'agit désormais. Une bataille autour d'un cadavre qui respire encore, d'une légende qu'on dépaisse avant même qu'elle ne soit tout à fait morte. Comment en est-on arrivé à ce point de non-retour? Et surtout, qui portera la responsabilité de cette déchéance programmée? Le procès en mise sous tutelle s'ouvre en avril 2023 devant le tribunal judiciaire de Montargis, compétent pour le secteur de Douchy. L'audience, qui devait se tenir à huis clos pour protéger la vie privée de la famille, devient rapidement un spectacle médiatique. Des dizaines de journalistes campent devant le palais de justice. Les chaînes d'information en continu diffusent des éditions spéciales. Les réseaux sociaux s'enflamment, divisés entre les partisans d'Anouchka et ceux des frères. La France entière retient son souffle, fascinée et horrifiée par ce déballage public de la vie intime d'une icône nationale. À l'intérieur de la salle d'audience, l'atmosphère est électrique. D'un côté, Anthony et Alain-Fabien Delon, accompagnés de leur mère Nathalie et de leur batterie d'avocats. De l'autre, Anouchka Delon et son compagnon Julien de Reims, entourés de leur propre conseil juridique. Entre les deux camps, un gouffre de haine et de ressentiment accumulés pendant des années. Ils ne se regardent pas, ne se parlent pas. Ils sont devenus des étrangers, des ennemis, unis seulement par le sang d'un père qu'ils prétendent tous vouloir protéger, mais qu'ils déchirent en réalité, comme des vautours se disputant une carcasse. Le juge, une femme d'une cinquantaine d'années au visage sévère, ouvre les débats en rappelant la gravité de la situation. Nous sommes ici pour déterminer si M. Alain Delon est encore en capacité de gérer sa personne et ses biens, ou si une mesure de protection juridique doit être mise en place. Cette décision ne doit être guidée que par l'intérêt de M. Delon, et non par les querelles familiales ou les considérations financières. Ces mots, prononcés avec une autorité tranquille, résonnent comme un avertissement. Mais personne dans cette salle ne se fait d'illusions. Tout le monde sait que ce procès n'est pas vraiment sur la santé mentale d'Alain Delon. Il est sur l'argent, sur le pouvoir, sur qui contrôlera l'empire Delon après sa disparition. Les premiers témoins appelés à la barre sont les médecins. Le neurologue qui suit Delon depuis son accident vasculaire de 2015 témoigne en visioconférence depuis la Suisse. Il confirme le diagnostic de démence mixte, explique la progression de la maladie, détaille les symptômes observés au fil des années. M. Delon souffre d'une altération cognitive majeure qui affecte sa mémoire, son jugement, sa capacité à comprendre des informations complexes. Il a des moments de lucidité relative, mais ils sont de plus en plus rares et de plus en plus brefs. Dans l'état actuel, je ne peux pas certifier qu'il soit en mesure de prendre des décisions importantes concernant sa vie ou son patrimoine. Ce témoignage, accablant pour Anouchka, semble donner raison aux frères.
Mais l'avocat d'Anouchka contre-attaque immédiatement. Il fait remarquer que ce médecin n'a pas vu Delon depuis plus d'1 an, que son témoignage se base sur des observations anciennes et qu'il ne peut donc pas se prononcer sur l'état actuel du patient. Il appelle alors à la barre le médecin traitant de Delon, un généraliste installé près de Douchy qui vient régulièrement au manoir. Ce médecin, visiblement mal à l'aise, affirme que M. Delon a certes des troubles cognitifs, mais qu'il conserve des capacités de compréhension et d'expression suffisantes pour les actes de la vie courante. Interrogé sur les signatures de documents juridiques complexes, il hésite, puis répond « Je ne suis pas expert en droit. Je ne peux pas me prononcer sur la capacité juridique de mon patient. Je peux seulement dire qu'il me reconnaît, qu'il répond à mes questions, qu'il exprime des volontés. » Les avocats des frères bondissent. « Quelle volonté? Pouvez-vous nous donner un exemple concret ?» Le médecin bafouille. « Eh bien, il dit qu'il veut rester chez lui, qu'il ne veut pas aller en maison de retraite, qu'il veut que sa fille s'occupe de lui. » Les avocats insistent. A-t-il exprimé des volontés concernant son testament, la répartition de ses biens, le transfert de sa résidence fiscale en Suisse? Le médecin secoue la tête. Non, nous ne parlons pas de ces sujets, ce n'est pas mon rôle. Ce témoignage, censé défendre Anouchka, se retourne finalement contre elle. Car il révèle que même le médecin qui voit Delon régulièrement ne peut pas affirmer que l'acteur comprend les implications des documents qu'il signe. Puis vient le moment le plus attendu et le plus redouté, la diffusion de l'enregistrement secret. Le juge ordonne que la salle soit évacuée de tous les journalistes et du public. Seuls restent les parties, leurs avocats et les experts. Les lumières sont tamisées. Un technicien lance la lecture du fichier audio. Et pendant 3 minutes interminables, on entend la voix d'Alain Delon. Cette voix qui a fait vibrer des millions de spectateurs, réduite à un murmure fragile et confus. Où sont mes papiers? Quelqu'un a pris mes papiers. Je ne trouve plus rien. Silence. Puis la voix d'Anouchka, douce mais ferme. « Papa, tes papiers sont en sécurité. Ne t'inquiète pas. » Delon d'une voix plaintive. « Mais j'en ai besoin. J'ai des choses à faire. Les choses importantes. » Anouchka. « Tout est fait, papa. Tu n'as plus à t'occuper de rien. Je m'occupe de tout. » Delon, après un long silence. « Qu'est-ce que j'ai signé hier? Je ne me souviens plus. » Anouchka. « Ce n'est pas important, papa. C'était juste des papiers pour la maison. Ne te fatigue pas avec ça. » Delon. « Mais je veux savoir. C'est ma maison. C'est mon argent. » Anouchka, d'un ton légèrement agacé. « Papa, on en a déjà parlé 100 fois. Tu as signé une procuration pour que je puisse gérer les factures, les impôts, toutes ces choses ennuyeuses. C'est tout. Tu me fais confiance, non ?» Delon, d'une voix soudainement enfantine. « Oui, je te fais confiance. Tu es ma petite fille. Tu ne me ferais jamais de mal. » Anouchka. « Jamais, papa. Jamais. » Puis on entend des bruits de pas, une porte qui se ferme, et l'enregistrement s'arrête. Dans la salle d'audience, le silence est pesant. Plusieurs personnes ont les larmes aux yeux. Car ce qu'on vient d'entendre, ce n'est pas seulement la preuve d'une manipulation. C'est le témoignage poignant de la déchéance d'un homme, de la perte de sa dignité, de sa transformation en enfant dépendant et crédule. Anthony Delon, assis au premier rang, pleure ouvertement. Alain Fabien, à côté de lui, serre les poings, le visage fermé. Anouchka, elle, reste impassible, le regard fixé droit devant elle. Mais ceux qui la connaissent bien remarquent que ses mains tremblent légèrement, qu'elle serre son sac à main avec une force inhabituelle. Elle sait que cet enregistrement est dévastateur. Elle sait qu'il vient de faire basculer le procès. Les avocats des frères enfoncent le clou. Ils appellent à la barre l'ancienne femme de ménage, celle qui a été licenciée en 2020. Elle raconte ce qu'elle a vu. Les réunions avec les notaires, Delon signant sans comprendre, les instructions d'Anouchka au personnel pour ne rien dire. Elle décrit aussi l'isolement progressif de l'acteur, comment on l'empêchait de recevoir des appels, comment on filtrait son courrier,
comment on lui cachait certaines informations. Un jour, M. Delon m'a demandé si ses fils allaient venir pour son anniversaire. J'ai répondu que je ne savais pas. Mademoiselle Anouchka, qui avait entendu, m'a prise à part et m'a dit de ne plus répondre aux questions de son père, de la prévenir s'il posait des questions sur la famille. Elle disait que ça le perturbait, que c'était mauvais pour sa santé. Mais moi j'ai compris qu'elle voulait contrôler ce qu'il savait et ce qu'il ne savait pas. Ce témoignage, corroboré par celui d'un ancien chauffeur et d'un jardinier, dessine le portrait d'une stratégie délibérée d'isolement et de manipulation. Mais les avocats d'Anouchka ne désarment pas. Ils attaquent la crédibilité des témoins, rappellent qu'ils ont été licenciés et qu'ils peuvent avoir des motifs de vengeance. Ils produisent des attestations d'autres employés, toujours en poste, qui affirment au contraire qu'Anouchka était une fille dévouée, attentive, aimante. Ils font témoigner des amis de la famille, des personnalités du cinéma, qui déclarent qu'Anouchka a sacrifié sa vie pour s'occuper de son père, qu'elle mérite reconnaissance et non accusation. Le procès devient un affrontement de versions, de témoignages contradictoires, de preuves et de contre-preuves. Et au milieu de ce chaos, une question reste sans réponse. Où est Alain Delon? Pourquoi n'est-il pas présent à ce procès qui décide de son avenir? Le juge pose la question aux avocats d'Anouchka. Ils répondent que l'état de santé de M. Delon ne lui permet pas de se déplacer, que le stress d'une audience serait dangereux pour lui, qu'il risquerait un nouvel accident vasculaire. Les avocats des frères réclament alors qu'une commission d'experts se rende à Douchy pour examiner Delon sur place. Le juge accepte. Une date est fixée, le 15 mai 2023. Ce jour-là, 3 experts mandatés par le tribunal se présentent aux grilles du manoir de Douchy. Avec eux, les avocats des 2 camps, un huissier et un médecin légiste. Anouchka les accueille avec une politesse glaciale. Elle les conduit jusqu'au salon, où Alain Delon est installé dans son fauteuil, face à la cheminée éteinte. L'homme qu'il découvre n'a plus rien du séducteur légendaire. C'est un vieillard voûté, le visage creusé, le regard vide. Il porte un pyjama sous une robe de chambre en cachemire, des pantoufles aux pieds. Ses cheveux, autrefois si soigneusement coiffés, sont blancs et en désordre. Ses mains tremblent légèrement. Quand les experts s'approchent, il lève les yeux vers eux sans manifester de curiosité ni d'inquiétude. Le psychiatre en chef s'assoit face à lui et commence l'examen. « Bonjour, monsieur Delon. Je suis le docteur Moreau. Savez-vous quel jour nous sommes ?» Delon le regarde sans répondre. Le médecin répète la question. Delon finit par murmurer. « C'est lundi ?» Le médecin note. « Nous sommes lundi, en effet. Mais quel mois sommes-nous » Silence. « Monsieur Delon, pouvez-vous me dire en quelle année nous sommes ?» Delon fronce les sourcils, comme s'il faisait un effort immense. 1900. Non. 2000. Je ne sais plus. Le médecin continue. Savez-vous où vous êtes ? Delon regarde autour de lui. Je suis chez moi, à Douchy. C'est la première réponse correcte. Le médecin poursuit. Pouvez-vous me dire qui sont les personnes présentes dans cette pièce ? Delon tourne la tête vers Anouchka. C'est ma fille. Puis il regarde les autres, un par un, et secoue la tête. Je ne sais pas. Je ne les connais pas. Le médecin montre Anthony qui se tient en retrait. Et cette personne, la connaissez-vous ? Delon plisse les yeux, hésite. C'est quelqu'un que je connais, mais je ne me souviens plus de son nom. Anthony, bouleversé, fait un pas en avant. Papa, c'est moi, Anthony, ton fils. Delon le regarde longuement, puis un sourire vague apparaît sur son visage. Ah oui, Anthony, mon fils. Tu es venu me voir. C'est gentil. Mais on sent qu'il ne le reconnaît pas vraiment.
qu'il répète les mots qu'on vient de lui dire sans vraiment les comprendre. L'examen se poursuit pendant près d'1 heure. Les experts testent la mémoire, le raisonnement, la capacité de jugement. À chaque question, Delon peine à répondre, se perd, se contredit. À un moment, le médecin lui demande « Monsieur Delon, savez-vous combien d'argent vous possédez ?» Delon secoue la tête. « Non, je ne sais pas. C'est Anouchka qui s'occupe de ça. » « Et cela ne vous inquiète pas de ne pas savoir ?» Delon hausse les épaules. « Non, elle s'occupe bien de moi. Je lui fais confiance. » « Avez-vous signé des documents récemment ?» Delon réfléchit. « Je ne sais plus. Peut-être. On me fait signer des choses de temps en temps, mais je ne me souviens pas de quoi. Et vous signez sans lire ?» Delon sourit tristement. « Je ne peux plus lire. Les lettres dansent. Alors je signe où on me dit de signer. » Cette phrase, terrible dans sa simplicité, résume tout. Alain Delon signe des documents qu'il ne peut plus lire, qu'il ne comprend plus, sur lesquels il n'a plus aucun contrôle. Il est devenu une machine à signer, un automate juridique. Et tout le monde le sait, y compris Anouchka. Mais elle continue, parce qu'elle est allée trop loin pour reculer, parce qu'elle a investi trop d'énergie, trop d'années, trop d'elle-même dans ce projet de contrôle total. Elle ne peut plus s'arrêter. Elle est prisonnière de sa propre stratégie, condamnée à aller jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. À la fin de l'examen, les experts se retirent pour délibérer. Leur rapport, rendu 3 semaines plus tard, est sans appel. Monsieur Alain Delon souffre d'une démence sévère et irréversible. Il présente une désorientation temporo-spatiale majeure, une amnésie antérograde et rétrograde, une altération du jugement et du raisonnement. Il n'est plus en mesure de gérer ses biens, ni de prendre des décisions éclairées concernant sa personne. Nous recommandons la mise en place d'une mesure de tutelle avec désignation d'un tuteur indépendant. Ce rapport, versé au dossier, scelle le sort d'Anouchka. Le 28 juin 2023, le tribunal rend son jugement. Alain Delon est placé sous tutelle. Un mandataire judiciaire indépendant est désigné pour gérer ses biens et sa personne. Anouchka perd tous ses pouvoirs. Les procurations qu'elle avait obtenues sont annulées. Les modifications testamentaires signées après 2019 sont déclarées nulles et non avenues. Le testament de 2018, celui où Delon déclarait vouloir un partage égal entre ses 3 enfants, est rétabli. C'est une victoire totale pour Anthony et Alain Fabien. Mais c'est aussi une défaite pour tout le monde. Car ce jugement, s'il rend justice à Alain Delon sur le plan juridique, ne lui rend pas sa dignité, ne lui rend pas sa mémoire, ne lui rend pas sa vie. Il reste un vieil homme brisé, enfermé dans son manoir, prisonnier de son propre cerveau malade. Et la guerre familiale, loin de s'apaiser, entre dans une nouvelle phase, encore plus violente, encore plus destructrice. Les mois qui suivent le jugement sont marqués par une escalade de violence verbale et juridique. Anouchka, refusant d'accepter la décision du tribunal, fait appel. Elle engage de nouveaux avocats, encore plus agressifs, encore plus médiatisés. Elle donne des interviews où elle se présente en victime d'un complot orchestré par ses frères. Elle affirme qu'on lui a volé son père, qu'on l'a privé de son droit de s'occuper de lui, qu'on l'a humilié publiquement. Elle pleure devant les caméras, raconte comment elle a sacrifié sa vie, sa carrière, ses ambitions, pour rester auprès de son père malade. Elle accuse Anthony d'avoir toujours été jaloux d'elle, de n'avoir jamais accepté qu'elle soit la préférée de leur père. Elle accuse Alain Fabien d'être manipulé par son frère aîné, d'être trop faible pour avoir une opinion propre. Ces accusations, diffusées en boucle sur les chaînes d'information, créent un climat de haine et de division. Les réseaux sociaux s'enflamment. Des hashtags apparaissent « Je soutiens Anouchka »,« Justice pour Delon »,« Famille Delon ». La France se divise en 2 camps, chacun défendant sa version de la vérité. Mais au milieu de ce cirque médiatique, une question reste sans réponse. Qu'est-ce qu'Alain Delon pense de tout cela? Comprend-il ce qui se passe? Souffre-t-il de voir ses enfants se déchirer? Ou est-il déjà trop loin?
trop perdu dans les brumes de sa maladie pour réaliser l'ampleur du désastre. Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal, Maître Dubois, un homme d'une 60aine d'années à la réputation irréprochable, prend ses fonctions en juillet 2023. Sa première décision est de faire réaliser un audit complet du patrimoine d'Alain Delon. Il mandate des experts comptables, des fiscalistes, des juristes. Pendant des mois, ils épluchent les comptes, les sociétés, les transactions effectuées depuis 2015. Et ce qu'ils découvrent dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. Entre 2019 et 2023, plus de 50 millions d'euros ont été transférés des comptes français de Delon vers des comptes suisses et luxembourgeois. Plusieurs propriétés ont été vendues à des prix inférieurs à leur valeur réelle, les acheteurs étant des sociétés écrans dont les bénéficiaires réels sont difficiles à identifier. Des œuvres d'art de la collection personnelle de Delon ont disparu, officiellement vendues à des collectionneurs privés, mais sans qu'aucune trace de ces ventes n'apparaisse dans les comptes. Les droits d'image de l'acteur, qui génèrent plusieurs millions d'euros par an, ont été cédés à une société luxembourgeoise dont Anouchka est l'unique actionnaire. Tout cela, officiellement, avec l'accord de Delon. Mais les experts sont formels. Ces opérations, d'une complexité extrême, n'ont pas pu être comprises ni validées par un homme souffrant de démence sévère. Elles ont été orchestrées par quelqu'un d'autre, quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait, quelqu'un qui avait un plan précis. Et ce quelqu'un, c'est Anouchka. Ou du moins, c'est ce que concluent les experts. Maître Dubois transmet le rapport au procureur de la République. Une enquête préliminaire pour abus de faiblesse et détournement de fonds est ouverte. Anouchka est convoquée par la police judiciaire. Elle nie tout en bloc, affirme qu'elle n'a fait qu'exécuter les volontés de son père, que toutes les opérations étaient légales et transparentes. Mais les preuves s'accumulent contre elle. Et le piège se referme lentement. Pendant ce temps, à Douchy, Alain Delon vit ces derniers mois dans une forme de paix étrange. Le mandataire judiciaire a réorganisé le personnel, renvoyé ceux qui étaient trop proches d'Anouchka, embauché de nouveaux employés. Il a fait venir une équipe médicale spécialisée dans les soins palliatifs et l'accompagnement des patients atteints de démence. Delon est désormais entouré de professionnels bienveillants qui respectent sa dignité, qui ne le traitent pas comme un objet, mais comme un être humain. Il passe ses journées dans le parc, assis sous les arbres qu'il a plantés il y a des décennies, écoutant le chant des oiseaux, regardant les nuages passer. Il ne parle presque plus. Il ne reconnaît plus personne, pas même ses enfants lorsqu'ils viennent le voir. Mais il semble apaisé, comme si, libéré du poids des décisions, des signatures, des conflits, il avait enfin trouvé une forme de repos. Anthony et Alain Fabien viennent régulièrement, s'assoient à côté de lui tiennent la main, lui parlent doucement même s'ils savent qu'il ne comprend plus. Ils lui racontent des souvenirs d'enfance, lui montrent de vieilles photos, lui font écouter de la musique qu'il aimait. Et parfois, très rarement, une lueur passe dans le regard de Delon, comme un éclair de conscience, un instant fugace où il semble revenir parmi eux. Puis la lueur s'éteint, et il retourne dans son monde intérieur, ce monde où plus rien ne fait mal, où plus rien n'a d'importance. Anouchka, elle, n'a plus le droit de voir son père seul. Le mandataire judiciaire a imposé que toutes ses visites soient supervisées, pour éviter toute tentative de manipulation ou de pression. Elle vient rarement, et quand elle vient, elle reste silencieuse, assise à distance, regardant cet homme qui était son père et qui n'est plus qu'une enveloppe vide. Que pense-t-elle dans ces moments-là? Regrette-t-elle ce qu'elle a fait? Ou se sent-elle victime d'une injustice, dépossédée de ce qu'elle considère comme son dû? Personne ne le sait. Elle ne parle plus à ses frères, elle ne parle plus aux médias. Elle s'est murée dans un silence hostile, attendant l'issue de la procédure judiciaire, espérant peut-être un miracle qui ne viendra jamais. Le 18 août 2024, Alain Delon s'éteint paisiblement dans son sommeil, à Douchy, entouré de ses fils et du personnel soignant. Il avait 88 ans. La nouvelle fait le tour du monde en quelques minutes.
Les chaînes de télévision interrompent leur programme pour annoncer la disparition de la légende. Les hommages affluent de partout. Du président de la République, des plus grands acteurs français et internationaux, des millions de fans qui ont grandi en admirant son talent et sa beauté. Pendant quelques jours, la France entière pleure Alain Delon, oubliant les scandales, les conflits, les zones d'ombre. On ne retient que le mythe, le guépard, le samouraï, le clan des Siciliens, Rocco et ses frères. On célèbre l'acteur, l'icône, le symbole d'une époque révolue. Mais derrière les hommages officiels, derrière les larmes télévisées, la guerre familiale reprend de plus belle. Car maintenant que Delon est mort, il ne s'agit plus de le protéger. Il s'agit de se partager sa dépouille, au sens propre comme au figuré. Les obsèques, organisées dans la plus stricte intimité à Douchy, donnent lieu à une dernière confrontation entre les enfants. Anouchka exige que son père soit enterré avec son chien Loubo, comme il l'avait souhaité des années plus tôt. Anthony et Alain Fabien refusent, arguant que cette volonté avait été exprimée à une époque où leur père était encore lucide, et qu'elle ne correspond plus à ce qu'il aurait voulu dans ces dernières années. Le mandataire judiciaire tranche. Delon sera enterré seul, dans le petit cimetière privé du domaine, sous un simple monument de granit noir portant son nom et ses dates. Pas de discours, pas de cérémonie publique, pas de cirque médiatique. Juste le silence, enfin, après tant de bruit. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques semaines après les obsèques, le procureur de la République annonce la mise en examen d'Anouchka Delon pour abus de faiblesse sur personnes vulnérables et détournement de fonds. L'enquête a révélé que plusieurs dizaines de millions d'euros ont été détournés du patrimoine de l'acteur entre 2019 et 2023, et que ces détournements ont été rendus possibles par l'état de vulnérabilité dans lequel se trouvait Alain Delon. Anouchka risque jusqu'à 5 ans de prison et une amende de plusieurs millions d'euros. Son compagnon, Julien de Reims, est également mis en examen pour complicité. Le procès, qui devrait se tenir en 2025, promet d'être l'un des plus médiatisés de la décennie. Mais quelle que soit l'issue judiciaire, une chose est certaine. La famille Delon est détruite. Anthony et Anouchka ne se parlent plus, ne se verront probablement plus jamais. Alain Fabien, pris entre les deux, essaie de maintenir un semblant de lien avec sa sœur, mais sans succès. La fortune colossale d'Alain Delon, qui devait être partagée entre ses 3 enfants, sera en grande partie absorbée par les frais de justice, les amendes, les réparations. Et surtout, la mémoire d'Alain Delon, celle du plus grand acteur français de sa génération, restera à jamais entachée par ce scandale sordide. Les générations futures ne se souviendront pas seulement de ses films, de son talent, de sa beauté. Elles se souviendront aussi de cette guerre familiale, de cette déchéance programmée, de cette tragédie moderne où l'amour filial s'est transformé en cupidité, où la protection s'est muée en manipulation, où une légende a été transformée en marionnette. Alors, qui est responsable de ce désastre? Anouchka, qui a franchi toutes les lignes rouges dans sa quête de contrôle? Anthony et Alain Fabien, qui ont peut-être attendu trop longtemps avant de réagir? Alain Delon lui-même, qui a créé cette dynamique familiale toxique par ses absences, ses froideurs, ses préférences affichées? Ou la société tout entière, qui a fermé les yeux pendant des années, préférant préserver le mythe plutôt que de regarder la réalité en face? La vérité, c'est que tout le monde porte une part de responsabilité. Anouchka a manipulé son père, c'est indéniable, mais elle l'a fait dans un contexte où personne ne l'a arrêté, où les notaires ont validé des signatures douteuses, où les médecins ont prescrit des médicaments sans poser de questions, où les autorités ont tardé à intervenir. Les fils ont fini par réagir, mais peut-être trop tard, après que le mal était déjà fait. Et Delon, par son caractère autoritaire, par son refus de planifier sa succession de manière claire, par sa tendance à jouer ses enfants les uns contre les autres, a créé les conditions de cette guerre fratricide. C'est une tragédie collective, où chacun a joué son rôle
consciemment ou non, dans la destruction d'une légende. Aujourd'hui, le manoir de Douchy est vide. Il a été mis en vente par le mandataire judiciaire pour régler les dettes de la succession. Les meubles, les tableaux, les souvenirs d'une vie ont été dispersés aux enchères. Les chiens ne courent plus dans le parc, les fenêtres sont fermées, les volets clos. C'est une maison morte, un tombeau de pierre et de bois qui garde les secrets d'une famille brisée. Et quelque part, dans le petit cimetière privé, sous une dalle de granit noir, repose Alain Delon, seul, enfin, libéré des conflits, des manipulations, des trahisons. Libéré de sa propre légende, de ce fardeau écrasant qu'il a porté toute sa vie, il est redevenu un homme, simplement un homme, avec ses qualités et ses défauts, ses grandeurs et ses misères. Et peut-être est-ce là, finalement, la seule justice possible. Car les légendes ne meurent jamais vraiment. Elles se transforment, évoluent, se réinventent dans la mémoire collective. Dans 50 ans, dans 100 ans, on se souviendra d'Alain Delon comme d'un immense acteur, d'un visage inoubliable, d'une époque révolue. Les scandales, les procès, les guerres familiales seront oubliés, ou du moins relégués au second plan. Il ne restera que les films, les images, la beauté éternelle d'un homme qui a incarné le cinéma français à son apogée. Et c'est peut-être cela, au fond, la vraie victoire d'Alain Delon. Avoir réussi à créer une œuvre qui survivra à toutes les tempêtes, à tous les scandales, à toutes les trahisons. Une œuvre qui continuera de faire rêver, d'émouvoir, de fasciner, longtemps après que les protagonistes de ce drame auront eux-mêmes disparu. Mes amis, nous voici arrivés au terme de cette histoire bouleversante. Alain Delon était-il une victime de son entourage, un homme trahi par ceux qu'il aimait le plus? Ou était-il l'architecte de sa propre tragédie, un père qui a semé les graines de la discorde par ses choix, ses préférences, ses silences? Était-ce un géant du cinéma transformé en marionnette? Ou un homme qui a toujours su manipuler son monde et qui finalement a été manipulé à son tour? La vérité se situe probablement quelque part entre ces extrêmes. Ce qui est certain, c'est que cette histoire nous rappelle une vérité universelle. La gloire, l'argent, le pouvoir ne protègent de rien. Ils peuvent même amplifier les faiblesses humaines, transformer l'amour en cupidité, la famille en champ de bataille. Alain Delon a vécu comme une légende, mais il est mort comme un homme, fragile, vulnérable, dépossédé de tout ce qui faisait sa force. Et vous, qu'en pensez-vous? Anouchka était-elle une fille dévouée poussée à bout par des frères absents, ou une manipulatrice qui a profité de la faiblesse de son père? Les fils ont-ils agi par amour filial ou par intérêt financier? Et Alain Delon lui-même, mérite-t-il notre compassion ou notre jugement? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Votre avis compte, car cette histoire n'appartient pas seulement à la famille Delon. Elle appartient à tous ceux qui ont aimé cet acteur, qui ont grandi avec ses films, qui ont été touchés par son talent. Partagez vos souvenirs, vos réflexions, vos émotions. Et si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir sur la fragilité de la vie, sur l'importance de protéger nos aînés, sur les dangers de la cupidité familiale, alors mettez un like, abonnez-vous à notre chaîne et partagez cette vidéo autour de vous. Car la mémoire d'Alain Delon mérite mieux que l'oubli. Elle mérite la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout de ce voyage dans les coulisses d'une légende. Prenez soin de vous, et surtout, prenez soin de ceux que vous aimez. Car personne n'est à l'abri de ce qui est arrivé à Alain Delon. Personne. TXT, 105,4 kilo-octets. Batch Inference 6954 A3CE79. F 9E99 71455 603F 1 CSV. Théma 1 Alain Delon.txt